La rançon de la vertu. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 8. Les bancs de sable. Elias patientait dans son salon, soucieux. Il était persuadé qu'Olgierd ne résisterait pas à la tentation de lui venir en aide. Le pêcheur avait perçu chez le lieutenant, bien camouflé derrière cette allure cynique apparente, la volonté humaniste dont il espérait pouvoir jouer. Mais dehors, la nuit tombait, et il n'y avait toujours aucun signe du garde. Elias avait passé l'après-midi dans son cabinet avec son nouvel invité, le jeune bourreau de Victor. Ce genre de passe-temps lui aurait bien suffi en temps normal, mais depuis la veille, des perspectives grisantes s'offraient à lui. S'il jouait bien ses cartes, les jours à venir pourraient devenir bien plus intéressants que la vie morne et monotone dont il avait l'habitude. Quelqu'un frappa à la porte. Le sang d'Elias ne fit qu'un tour. Enfin, son nouveau pantin était là, derrière le seuil. « Monsieur Choiseul !» appela la voix du lieutenant. « Vous êtes encore là ?» Elias inspira profondément, patienta quelques secondes, puis répondit. « Qui est-ce ?»« Le lieutenant Vazrak. Content de voir que j'arrive pas trop tard. » Le pêcheur sentit un long fourmillement lui courir l'échine, et se rendit à la porte d'un pas pressé. « Merci 1000 fois !» lâcha-t-il. « J'ai bien cru que j'allais devoir partir seul. » Elias ouvrit la porte, un soulagement bien visible inscrit sur son visage. Comme il s'y attendait, il tomba nez à nez avec Vazrak. Cependant, une autre voix, plus grave, monta derrière l'épaule du lieutenant. « Bonsoir, monsieur Choiseul. » La face d'Elias se raidit l'espace d'une demi-seconde, sa bouche redevint un petit trait fin, barrant son visage, et un voile sans émotion couvrit ses yeux. Olgierd tiqua un instant sur ce détail avant de s'écarter. « Monsieur Choiseul, voici le capitaine Navel, mon supérieur, » expliqua-t-il avec un sourire en coin tout en désignant l'homme grisonnant qui se tenait derrière lui. « Il a tenu à m'accompagner, et je ne me suis pas vu refuser. » Elias haussa des sourcils et entr'ouvrit légèrement la bouche. Voilà une émotion qu'il détestait contrefaire, la surprise. Elle était, selon lui, et de loin, la plus difficile de toutes à simuler. Elias marqua un arrêt avant de s'empresser de tendre sa main à Guillaume. Les deux hommes se saluèrent. « Ravi de vous rencontrer, capitaine. »« Moi de même, monsieur, » répondit Navel avec un sourire lassé. « Et... désolé pour votre ami. » Elias pinça des lèvres et regarda vers ses bottes. « Merci, capitaine. » Olgierd leva les yeux au ciel, comme pour prendre les étoiles à témoin. « Je croyais que vous deviez partir au coucher du soleil, » demanda-t-il. Le pêcheur prit une mine contrite. « J'allais partir dans quelques instants. Vous tombez à pic. » Olgierd et le capitaine échangèrent un regard complice, discret, mais qui n'échappa pas au pêcheur. Ils le prenaient tous deux pour un pleutre. Parfait. Elias les invita à entrer. « Je vous en prie, faites comme chez vous. » Le temps de prendre ma veste et je suis à vous. Olgierd et Guillaume franchirent le seuil de la maison, mais n'y entrèrent pas davantage. « Vous vivez seul ?» demanda Olgierd. « Oui, en effet. »« Un bel homme comme vous ?» le railla gentiment Navel. « C'est pas commun. » Le propriétaire lui rendit un sourire gêné. « On croirait entendre mes parents. Non, je n'ai trouvé aucune chaussure à mon pied. »« Vous savez pas ce que vous ratez » continua Navel avec un ton sarcastique. Olgierd lâcha un petit rire moqueur. Il connaissait bien l'épouse du capitaine, et savait également que les relations entre elle et son supérieur n'étaient plus au beau fixe depuis longtemps. Elias passa une veste et fourra sa bourse dans l'une de ses poches, après quoi il se saisit d'une grosse lanterne en fer noir qui pendait contre le mur. Il ouvrit le clapet de la lampe avant d'y verser le contenu d'une flasque d'huile, puis alluma la mèche à l'intérieur. « On y va ?» demanda Olgierd qui s'impatientait. « Allons-y », approuva Elias en accompagnant sa réponse d'un geste de la main. Les trois hommes quittèrent la demeure et s'enfoncèrent dans les quais d'encens. Le soleil avait disparu de l'autre côté de l'horizon et aucun nuage ne venait obscurcir le ciel. C'était une de ces nuits d'astronome où la voûte céleste se mettait totalement à nu et offrait ses milliers de perles étincelantes à quiconque voulait bien se contenter de lever la tête. Les ruelles étaient peu empruntées. Ici et là, quelques chasseurs de gueux faisaient le guet, à l'angle des bâtiments. Tandis qu'il marchait, Navel prit la parole. « Alors, monsieur Choiseul, vous nous expliquez votre plan ?» Elias inspira, pesant ses mots. « Eh bien,
comment vous expliquer ? Camille a été enlevée par des malfrats qui, vu l'argent qu'ils ont laissé chez ses parents, n'espèrent pas de rançon de leur part. Puisque nous n'avons aucun début de piste, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être aller poser la question à quelqu'un qui a un pied dans ce genre de milieu. Comment ça ? Creusa Navel. Une personne connue pour avoir des relations avec des criminels du coin. Peut-être qu'en discutant avec les bonnes personnes, nous pourrions obtenir des informations sur des cas précédents, ou même mieux, apprendre si une bande des environs a fait du rapt d'enfants sa spécialité. Olgierd fit une moue perplexe. Pardonnez-moi, monsieur Choiseul, mais ça me paraît un peu vague tout ça. Vous devez avoir une personne précise en tête ? La propriétaire d'une taverne luxueuse, près des bancs de sable. Les bancs de sable ? Releva Navel. Il y a une taverne luxueuse au milieu de ce ghetto ? Oui, enfin, de l'autre côté, affirma Elias. L'aile rouge, elle appartient à Annadella d'Evelis, une aconienne qui y est installée depuis l'indépendance. Le capitaine s'arrêta dans sa marche, et ses deux compères firent de même. « Vous connaissez, capitaine » l'interrogea Olgierd. Guillaume eut tout à coup l'air pensif. « De nom. Cette Annadella est bien connue de nos services, surtout en haut lieu. Elle est à la tête d'un réseau de contrebande et de trafic d'objets d'art en tout genre, pour ce que j'en sais. » « Jamais arrêté, je suppose ?» demanda le lieutenant. Navel fit non de la tête. « Elle est intouchable. Beaucoup des marchandises qu'elle fait entrer illégalement à la Tannelle sont très prisées par la haute noblesse de la ville. Elle a plusieurs juges dans sa poche, un paquet de notables et des petites mains qui travaillent pour elle dans toute l'administration. Sans parler de la bonne centaine de coupes jarrets à sa botte. C'est elle également qui paye beaucoup de chasseurs de gueux dans le quartier, ajouta Elias. Olgierd se retourna vers le pêcheur. Elle paye votre milice ? Oui, elle est très populaire par ici, bien qu'on ne la voie presque jamais. Elle vient en aide de temps en temps à des familles dans le besoin, fait distribuer de la nourriture pendant les saisons difficiles, et comme je vous le disais, elle paye même une partie de la sécurité de la voirie. Quelle sainte, fit remarquer Olgierd avec un ton dédaigneux. Elle maintient l'équilibre en place, constata le capitaine, sans jugement cette fois. Il s'adressa à Elias. Et vous pensez qu'elle acceptera de nous recevoir ? Je vous rappelle qu'on n'a aucune autorité ici. Si nous avons de la chance, oui. Olgierd se passa la main sur le visage. Bon, de toute façon, personne n'a une meilleure idée que la vôtre, monsieur Choiseul. Les trois compères reprirent la route et quittèrent bientôt le gros des quais d'encens. Ils arrivèrent aux abords des bancs de sable, une partie du quartier construite sur de larges bandes qui, de jour comme de nuit, restaient émergées et à l'abri des marées. La zone n'était pas très grande. Elle devait faire un peu plus d'1 kilomètre de long, mais on y trouvait une densité de population bien plus importante que dans n'importe quel autre endroit de la Tannelle. Les habitations étaient construites à même le sable, et aucun bâtiment ne grimpait à plus de quelques mètres de haut. C'était un véritable cloaque, fait de bois flottant et de pièces de récupération. Tout y était entassé et construit l'un sur l'autre, et une odeur d'égout embaumait l'air. En effet, les sorties des plus importantes canalisations du berceau descendaient jusqu'ici, et s'écoulaient à travers de grandes bouches qui perçaient le pied des falaises. En de multiples endroits, les eaux usées stagnaient et diffusaient leur miasme toxique. Des algues marines d'un vert presque noir envahissaient les alentours de ces mares pestilentielles et contaminaient les habitants. La grande majorité de la population souffrait de maladies et une personne sur 2 présentait des symptômes cutanés, des plaques grises et boutonneuses qui leur couvraient certaines parties du corps. Personne ne voulait vivre ici, mais beaucoup le faisaient. Les bancs de sable étaient le seul endroit à la Tannelle où aucune taxe n'existait et où aucun impôt n'était prélevé. Une zone sur laquelle pas la moindre construction digne de ce nom ne pouvait tenir et où tout était en perpétuel changement, hormis la précarité extrême de ses habitants. Olgierd, Guillaume et Elias traversèrent un ponton qui rejoignait les bancs. Sur leur gauche, une bande de gamins travaillait autour de l'une de ces mares d'algues vertes. Les enfants pataugeaient dans cette tourbe, pieds nus, armés d'un simple tissu qui leur couvrait la bouche. Ils farfouillaient à travers la vase et les plantes à la recherche de voquilles, de petites perles phosphorescentes que seules ces algues savaient produire. Elles étaient rares et très prisées. À leur vue, Olgierd fut saisi de pitié et s'arrêta pour chercher quelques pièces dans sa bourse. Alors qu'il s'apprêtait à sortir son pécule, Navel lui saisit la main. « Ne sors pas d'argent ici », lui ordonna-t-il. Elias l'accompagna du regard. « Il a raison », ajouta le pêcheur. « Vous allez nous causer des ennuis. » Olgierd souffla bruyamment, puis se ravisa. Ils reprirent leur chemin et pénétrèrent plus en avant dans le ghetto.
Les allées ne faisaient que rarement plus de 2 mètres de large, bordées par des cabanes branlantes. La grande majorité des habitations n'avaient pas de porte, juste quelques tissus qui pendaient devant les entrées. On pouvait remarquer çà et là des malheureux qui dormaient sur des paillasses pourries et des familles entières recroquevillées entre 4 planches de bois. Au détour d'une ruelle, les 3 hommes tombèrent nez à nez avec une jeune fille. Elle n'avait pas plus de 14 ans, et derrière elle, une petite bande, exclusivement composée de jeunes femmes, observait le groupe. Olgierd, qui marchait en tête, s'arrêta devant la gamine qui lui bloquait le passage. « Bonsoir, monsieur. » le salua-t-elle avec une voix douce. Vazrak regarda la jeune fille de la tête aux pieds. Elle était maigrelette, une robe de seconde main rapiécée en mains endroits flottait sur ses épaules. « Bonsoir, mademoiselle, » répondit Olgierd. Il savait déjà ce qu'il allait entendre. 5 pièces et je vous suce. Un silence froid s'installa. Le lieutenant regarda la petite. Elle ne sourcillait même pas. Combien de fois avait-elle répété ces mots ? Navel, qui était juste derrière, prit la parole. « Passe ton chemin, petite. On a d'autres projets. » Olgierd poussa doucement la gamine qui lui barrait le passage et continua sa route, précédée par ses 2 compagnons. « Bah quoi, t'as perdu ta bite ?» cria la gamine en colère. Ils passèrent devant les autres prostituées qui les regardaient avec un œil mauvais et ignorèrent la pluie d'insultes qui se déversait sur eux. Au bout de la ruelle, enfin hors de portée des catins, Olgierd ne put se contenir. Ce quartier aurait dû être rasé depuis longtemps. « C'est comme ça depuis toujours ?» lui demanda Elias. « Non, » intervint Navel. « Avant l'indépendance, ces choses-là n'existaient pas. » Olgierd rebondit. « Ouais, enfin, pas en pleine rue. » Il marqua une pause avant de reprendre. « Si ça existe, c'est qu'il y a de la demande. Quand je pense que ma fille doit avoir son âge, » conclut Guillaume. Elias se tut pour observer ses compagnons. Il voyait leur regard dépité et la colère qui grondait au fond de leurs pupilles. C'étaient des gens bien, supposa-t-il. En vérité, le pêcheur ne conscientisait ni le bien, ni le mal. Il avait juste appris, avec le temps, à ranger les choses dans une case ou dans l'autre, sans pour autant en saisir la raison. De toute manière, il s'était toujours senti indifférent de ces carcans, comme pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Ils continuèrent leur route dans le silence, évitant autant que possible les miséreux qui vagabondaient. Les 3 compagnons commencèrent à entendre une musique qui s'élevait dans les airs, alors qu'ils arrivaient à l'extrémité des bancs de sable. Les bicoques disparaissaient peu à peu derrière eux, au profit d'un long ponton qui partait vers l'un des bras de mer qui traversaient le golfe. Là, amarré au quai, se tenait la taverne qu'ils cherchaient. « Merde !» lâcha Olgierd. « C'est ça l'aile rouge !» Face à eux se tenait un immense galion. Le navire se tenait sur le courant, imperturbable à l'aide de 4 ancres colossales qui partaient de chaque côté du navire, de la proue à la poupe. L'une des voiles du grand mât était sortie et gonflait sous le vent. L'immense morceau de tissu pourpre arborait le symbole de l'aile rouge, une aile de vouivre noir, tissée avec dextérité à travers le manteau du galion. Sur le pont, on voyait d'ici une armée de fanals qui brillaient de 1000 feux, enfermés dans des verres multicolores. Ils étaient pareils à des feux follets figés dans les airs et illuminaient la jungle de cordages tout au long de la mâture. Suspendus aux cordes, des circassiens dansaient, se balançaient, virevoltaient d'une liane à l'autre. Perché sur la vigie, un cracheur de feu soufflait de longues envolées incandescentes qui s'évanouissaient dans les étoiles. La musique battait son plein, et les voix des fêtards montaient crescendo tandis que les 3 hommes s'approchaient de la taverne. Olgierd et Navel gardaient leurs yeux rivés sur le spectacle, émerveillés par le tableau qui se déroulait devant eux. Elias, quant à lui, n'avait d'yeux que pour ses 2 compagnons. Le pêcheur se délectait de leurs mines ébahies, de leurs bouches légèrement entr'ouvertes sous la stupéfaction, du feu du cracheur qui se reflétait dans leurs prunelles. Voilà pourquoi il les avait menés ici, pour contempler leurs visages sculptés, magnifiés par la scène qu'il avait glissée sous leurs yeux. L'aile rouge les attendait, et sa propriétaire, Anadela d'Evelis, n'était plus très loin. Les réponses à leurs questions patientaient peut-être elles aussi à bord de cette taverne, pas comme les autres.